Cette réunion a été promesse par Monsieur le Préfet il y a quelques mois, quand nous avions eu une réunion ici même pour évoquer le dossier du chantier Enedis. Le lieu, pour certains d'entre vous le connaissez déjà, nous sommes au Carré Hameau, un lieu qui va être réhabilité, qui va faire l'objet de chantiers importants de la part de la ville de La Rochelle, notamment en termes d'accessibilité. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Et donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Une présentation va être faite par Monsieur le Préfet et les services de l'État. Ensuite, on aura le temps du dialogue, de l'échange, des questions, de toutes les interpellations et tous les sujets que vous pourrez aborder ce soir. Je vous souhaite une excellente réunion. Merci à tous. Et Monsieur le Préfet, sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous. Merci d'être venus nombreux. Cette réunion est importante. C'était un engagement qu'on avait pris de se revoir dans le format du 7 décembre. Avant chaque nouvelle phase ou engagement de phase du chantier. Ce soir, on a beaucoup de matière à partager avec vous. Beaucoup travaillé depuis le mois de décembre. Je propose Muriel, si vous voulez bien, qu'on mette la première slide. Voilà. Quelques mots d'abord, à titre liminaire, avant de rentrer dans l'exercice. Vous dire qu'on est tous extrêmement concernés par ce qui se passe sur le chantier de l'ancienne friche Enedis. Extrêmement concernés parce que, d'abord, on prend notre travail au sérieux, mais on prend aussi vos réactions très au sérieux. À aucun moment, on a souhaité les traiter, les écarter, les traiter avec mépris, loin de là, bien au contraire. Ça nous mobilise beaucoup, mais c'est normal, parce que les inquiétudes que vous avez exprimées, il faut les entendre, et elles ne viennent pas de nulle part. Elles ne viennent pas de nulle part parce que ce chantier, à un moment de sa conduite, a généré des émanations qui ont été très puissamment ressenties par l'environnement du chantier, c'est-à-dire les élèves, les professeurs, les riverains, tous les gens du quartier ont eu à un moment donné à être confrontés à ces émanations. Ce chantier a eu un impact très fort, mais ponctuel, mais un impact très fort sur votre vie quotidienne. Avec des symptômes que vous avez décrits, qui ont été documentés. Plusieurs centaines de personnes ont déposé sur la base de données prévue à cet effet, à déposer les symptômes qu'ils ressentaient, eux ou leur famille. Et donc, il y a eu un impact sur la vie quotidienne des gens, y compris sur la santé. Et quand bien même l'évaluation des risques sanitaires sur lesquels on va revenir ne décrit pas de risque de pathologie grave ou sérieuse, ou de risque significatif pour la santé humaine du fait de ces émanations et de leurs caractéristiques, on va y revenir de manière un peu plus scientifique que moi. Néanmoins, ça a été pour vous quelque chose qu'on comprend comme un traumatisme et il faut en prendre toute la mesure. C'est aussi par rapport à ce ressenti très fort qui est le vôtre, ou qui a été le vôtre, qu'on a souhaité mettre en place une méthode de travail. Déjà en fin d'année 2024, elle se poursuit aujourd'hui et elle se poursuivra sur toute la durée du chantier, fondée sur quelques principes. D'abord l'écoute. On n'est pas là pour vous donner des leçons, on est là pour écouter et dialoguer. Deuxièmement, la concertation, c'est-à-dire que ce qu'on propose de faire, et ce qu'on va vous proposer ce soir pour la suite, il est question d'en discuter. Alors ça ne veut pas dire qu'on co-décide, mais la concertation, ça suppose au moins qu'on puisse s'exprimer, nous entendre votre point de vue, et si vous avez des options qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, on doit les écouter et en discuter ensemble. Et puis la transparence, c'est-à-dire ne rien cacher, vous dire tout ce dont on dispose. Alors parfois on n'a pas toutes les réponses à toutes vos questions. En revanche, on se doit d'être transparent et de mettre à votre disposition l'ensemble des connaissances dont on dispose et les rendre accessibles, notamment sur le site de la préfecture. On y reviendra à plusieurs reprises ce soir parce que, comme vous allez le voir, on a un programme assez roboratif. On a beaucoup d'éléments qui nous sont arrivés depuis le mois de décembre qu'on va partager avec vous ce soir. Muriel, si on peut mettre la slide suivante. Merci. Alors, en deux mots, ce qu'on vous propose, comme je vous l'ai dit, c'est un peu costaud, mais je pense que ça en vaut la peine. D'abord, on reviendra, sans refaire la réunion du 12 février dernier, on reviendra sur les conclusions de l'évaluation des risques sanitaires faites par le centre antipoison. Pour bien partager, tout le monde n'était pas là peut-être le 12 février, bien partager les principales conclusions et les principales données. Ensuite, on vous apportera des éléments relatifs aux analyses sur la qualité de l'eau qui ont été conduites. C'était une demande de votre part et elle était pleinement légitime.
qui ont été conduites au mois de février et qui ont été conduites non seulement sur le pourtour du chantier, au sein de l'établissement Fénelon, mais aussi à d'autres points pour avoir des comparatifs du réseau d'eau potable. Donc on a des éléments très précis et très concrets à vous donner sur ce sujet en réponse à votre légitime question. En troisième point, on reviendra sur l'évaluation des risques sanitaires. Alors cette fois-ci, pas du côté du centre antipoison, mais du côté de l'entreprise Speedreal qui a réalisé cette évaluation quantitative des risques sanitaires et vous parlera avec une méthode qui n'est pas exactement la même que celle du centre antipoison, mais arrive à des conclusions tout à fait similaires. Quatrièmement, on fera avec vous le bilan de l'opération d'enlèvement des ferrailles qui a été conduite le 21 décembre dernier. Vous savez qu'on avait entouré ça d'un protocole qu'on vous avait présenté en détail. On a mis en place les mesures de surveillance et de suivi du chantier qu'on souhaitait mettre en place et qui avaient été discutées avec vous. Et on fera avec vous le bilan de cette opération et montrer que les choses, de notre point de vue, se sont correctement passées. On évoquera ensuite avec vous quelques opérations ponctuelles qui doivent être conduites, mais qui ne constituent pas une reprise en tant que telle du chantier. C'est l'enlèvement des citernes notamment, et des équipements qu'ont laissé les entreprises dans un bâtiment qui a été désamonté. Ça veut dire qu'il faut aller retirer ces équipements, et puis il faut retirer ces citernes. On vous dira comment, et on vous proposera un calendrier pour le faire, en privilégiant toujours évidemment un travail hors des périodes scolaires, pour ne pas perturber la vie des établissements. Et puis, enfin, on vous parlera, mais là on se projette un peu plus dans l'avenir, des conditions auxquelles le chantier doit se terminer. Vous savez qu'il reste une zone à dépolluer, la zone dite des tilleuls. Il reste des travaux de terrassement à faire, des remblais à aplatir. Donc tout ça va nécessiter un petit peu plus de travail. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on n'engagera pas cette phase sans s'être entouré de plusieurs précautions, des analyses des sols, et une mission d'expertise sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc le programme est assez lourd. Ce qu'on vous propose, c'est de le dérouler. On va essayer de ne pas faire trop long. Il y a quand même beaucoup de matière. Et puis évidemment, ensuite, d'ouvrir avec vous la discussion pour répondre à vos questions, les points que vous souhaiteriez soulever. Je vous propose de commencer donc par l'évaluation des risques sanitaires et de donner la parole à Laurent Froment, directeur de l'adresse de Charente-Maritime. Merci, monsieur le préfet. Bonsoir à tous. Alors, pour cet exercice de synthétiser en 3 diapositives ce qui a pu être exposé par le docteur Labadie le 12 février du Centre antipoison et toxicovigilance, c'est bien facile, mais en tout cas, je vous ai sorti là les éléments essentiels et je ne vais pas forcément vous les relire parce que vous les avez sous les yeux, mais je voulais quand même rappeler que dans ce dossier, l'Agence régionale de santé est allée chercher les compétences du Centre antipoison et de toxicovigilance du CHU de Bordeaux. Pour partager que le docteur Labadie fait partie d'un réseau national de toxicologues qui sont peu nombreux à son niveau d'expertise, et je peux l'avancer en partageant aussi d'ailleurs que le docteur Labadie fait partie de celles qui sont sollicitées régulièrement par le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire au niveau national pour pouvoir juger des dossiers. Donc c'est quelqu'un effectivement de compétent qui a mené son analyse de manière la plus précise possible et qui a été exigeante sur les données collectées pour pouvoir mesurer les choses qui ont pu être évaluées et présentées le 12 février. C'est aussi le Centre antipoison, une institution indépendante de toute influence publique et privée, et qui donc a rendu un travail colossal, là, la semaine dernière, et qui, sur les éléments que je vous présente, sont sans appel de la part de ses collègues toxicologues au niveau national. Elle a pu exploiter 1800 pages de données avec son collègue pharmacien toxicologue Dr Paradis, et son rapport est tout à fait disponible et en toute transparence, d'ores et déjà sur le site de la préfecture, ainsi que la visio de l'ensemble de l'intervention du 12 février, tout comme aussi le diaporama support qu'elle a pu utiliser le 2 février. Les éléments essentiels qui sont peut-être à souligner dans son travail, c'est tout d'abord qu'elle a voulu prendre un calcul qui soit le plus protecteur possible pour la population. C'est-à-dire qu'en fait, dans le travail d'évaluation du risque sanitaire qu'elle a pu réaliser, elle a considéré qu'on va évaluer le risque pour une personne fragile qui se trouve exposée 24 heures sur 24 à la valeur maximale constatée chaque semaine sur les polluants du site. Parce qu'effectivement, les polluants sont mesurés
chaque semaine, polluant par polluant. Donc elle dit, je prends le pic sur les 4 mois considérés du mois d'août au mois de novembre. Je considère que la personne fragile a été exposée 24 heures sur 24 et je mesurais quel est son risque potentiel de développer une maladie, notamment le risque cancérigène. Et donc, c'est là-dessus que s'est basé son travail. Et dans toutes les évaluations qu'elle a pu faire polluant par polluant, qu'on a pu recenser sur le chantier, toutes ces conclusions sont à un niveau des risques faibles qui permettent de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque à long terme sur des pathologies cancérigènes par rapport aux différents polluants constatés et aux mesures réalisées sur le chantier. Et que par rapport à ces différents polluants et situations sanitaires, il n'y a pas de suivi médical spécifique, je dis bien spécifique, par rapport à chacun des polluants à envisager. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Sur le constat que je viens de vous partager, on avait des mesures qui nous ont permis de faire ce travail d'évaluation du risque sanitaire en nous appuyant sur des données qui étaient issues de pics en temps réel des polluants sur le site. Alors, les pics en temps réel sont donnés par des capteurs PID. On avait pu présenter ça lors de la dernière réunion. Et se sont aussi appuyés sur des valeurs mesurées polluant par polluant en moyenne par semaine que l'on utilise à partir de Ragelo. Toutes ces évaluations sanitaires ont pu être faites grâce à ces mesures-là qui ont été quand même assez complètes depuis le mois d'août et permis de faire l'évaluation. Et nous avons complété cette analyse en regardant aussi les poussières, qu'on n'a peut-être pas assez développé le 12 février dernier, je reconnais volontiers, parce qu'en fait, sur les poussières que nous avions pu constater sur le chantier, et on y viendra un peu plus tard dans la présentation, eh bien, ces poussières n'ont rien apporté de nouveau en termes de polluants que vous pouvez trouver sur le chantier, et ni d'ailleurs ni en qualité de polluants retrouvés, ni en quantité retrouvée. Donc il n'y avait aucun élément dans les poussières qui pouvait remettre en cause ce qui avait pu être travaillé par le centre antipoison et de toxicovigilance sur les polluants mesurés dans l'air grâce au Ragelo. Analyse suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en conclusion, par rapport au travail sanitaire d'évaluation par le centre antipoison, sur l'ensemble de la période d'activité du chantier, évidemment, effectivement, nous avions eu de fortes nuisances olfactives et indiscutables de symptômes, des symptômes très majoritairement sans gravité médicale et spontanément résolutifs, c'est-à-dire qui pouvaient être traités et venir derrière sans symptômes qui perdurent. Le travail qui a pu être fait avec le centre antipoison nous montre, en tout cas pour nous, sans problème, qu'il n'y a pas d'indication de suivi médical somatique spécifique à conduire et que par conséquent, lorsqu'on peut avoir la tentation de se dire qu'un examen biologique complémentaire ou radiologique serait à faire, ça n'est absolument pas justifié par rapport à l'exposition qu'on a pu avoir et au regard des connaissances scientifiques que nous avons sur cette situation. Par contre, effectivement, vous l'avez déjà cité et remonté, il y a eu par la création de ce chantier une grande anxiété et un traumatisme psychologique qui a été révélé à la fois bien sûr par nos remontées, mais aussi par les échanges qui ont pu avoir lieu avec le centre antipoison. Et pour cela, j'ai pu encore, depuis le 12 février, rééchanger avec des spécialistes de psychotrauma et qui m'ont confirmé qu'aujourd'hui, la meilleure prise en charge qui serait à faire, c'est celle d'un suivi individuel pour les personnes qui seraient les plus anxieuses et les plus en difficulté, avec un suivi individuel qui peut être proposé par les psychologues ou par centre médico-psychologique avec des psychiatres. Depuis l'arrêt du chantier, préciser que tous les prélèvements qui ont pu être réalisés sont des résultats rassurants quant à l'exposition actuelle aux différents polluants qu'on a sur le chantier. Voilà pour la synthèse sur le chantier et l'évaluation du risque fait par le centre antipoison et toxicovigilance. Je vais poursuivre aussi par un autre travail qui a été fait depuis la fin d'année et qui nous avait été demandé, c'était celui d'analyser aussi l'eau potable sur le secteur du chantier, de l'ancienne usine à gaz. Travail que nous avons conduit depuis le mois de décembre jusqu'au mois de février. Je sais que vous avez fait le reproche de nous dire c'est long. Oui, c'est long parce que l'eau potable ne s'analyse pas en one shot sur une date donnée et puis on s'arrête là et on regarde ce qui se passe. Ça mérite des allées et venues sur les résultats d'interprétation, sur l'élargissement du périmètre de captage des prélèvements, de pouvoir voir à chaque fois ce qui se passe et de pouvoir finalement conclure sur ce travail. Alors, il n'a pas pu être conclu ce travail avant le 12 février, on n'a pas pu vous le présenter la semaine dernière. J'avais évoqué qu'on pourrait le faire ce soir, c'est ce qu'on fait évidemment ce soir, c'est de pouvoir partager avec vous ce travail de recherche qui
qui a porté sur des polluants provenant du chantier, avec une sectorisation qui a permis d'être sur le chantier, mais aussi bien plus large que le chantier pour voir quelle était la qualité de l'eau potable, et en recherchant bien sûr plus particulièrement les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on appelle souvent HAP dans le jargon, et de voir ce que ça donne. Alors, précisons aussi quand même que l'eau potable, de manière traditionnelle et habituelle, elle est déjà très souvent, c'est 8 fois par an sur l'agglomération de La Rochelle, regardée sur les HAP principaux qui peuvent être traceurs d'une pollution des hydrocarbures. Jamais sur l'agglomération, ces HAP traceurs ont pu être détectés. Donc nous étions sur ce sujet-là rassurants. Un petit mot quand même pour expliquer la carte. On peut la mettre à l'écran. Ah oui, j'ai pas encore la carte, mais j'ai les... Allez-y. Ça, ce sont les réseaux. Réseau de chantier, vous l'avez bien ici. Les choses soient claires. Et les réseaux qui distribuent au-delà. Oui, effectivement, j'étais encore sur le job précédent, donc je ne savais pas qu'on était encore sur la carte. Mais effectivement, la carte, vous l'avez bien évoqué, vous avez différents points de prélèvement autour du chantier, mais on a aussi des prélèvements plus loin, puisqu'on a fait des prélèvements au château d'eau pour voir ce qui se passait dans l'eau potable qui était distribuée. Alors on peut présenter la fois-ci la diapo suivante. Et là, vous partagez que l'on trouve des traces d'hydrocarbures sur l'eau potable, des traces qui sont tellement infimes qu'elles sont dans les limites de quantification parfois, et dans des limites de qualité réglementaire bien en deçà des 0,1 microgrammes par litre, qui sont à surveiller. Et on a fait une traduction, alors je suis désolé si c'est très technique, mais on a fait une traduction sur le niveau toxicologique de ces valeurs. On a converti les microgrammes par litre en nanogrammes, je vais essayer de faire moins raisonner, en nanogrammes par kilo, poids corporel par jour. C'est la mesure en fait de l'ingestion de cette eau potable qui sera aux hydrocarbures à partir de laquelle on peut considérer toxique. Donc la valeur traditionnelle c'est 5 nanogrammes par kilogramme poids corporel par jour. La conversion de tout ce qu'on a pu mesurer n'a jamais dépassé les 0,001 ou 10 nanogrammes. C'est-à-dire qu'en fait on est au moins à 5000 fois en dessous de seuil toxique pour l'eau. Et ce qui est important de révéler, c'est que ces HAP détectés ne sont pas du fait du chantier. C'est-à-dire que c'est des mesures qu'on a pu faire aussi en amont du chantier, en aval du chantier, et on n'a pas constaté non plus en aval du chantier une évolution de ce taux d'HAP dans l'eau. Ce qui veut dire en fait que le chantier n'a pas d'impact sur le réseau d'eau potable. Voilà ce que vous pouvez vous partager aujourd'hui sur le sujet de l'eau, en précisant, et c'est très important, que l'on va continuer avec la CDA de suivre ces valeurs d'HAP dans le réseau d'eau potable, et que ce sera un suivi qui sera long pour pouvoir mesurer, pour quantifier cela. Merci beaucoup, Monsieur Flamand, de cette présentation synthétique, mais je pense assez claire par rapport à la technicité du sujet. On va proposer maintenant à SpeedRehab de prendre la parole et de vous faire part des analyses que eux ont conduit là aussi sur le risque sanitaire lié au chantier. Je précise juste quand même un point, c'est que si les retours d'analyse qu'on a au plan sanitaire d'une part et sur la qualité de l'eau d'autre part se montrent rassurantes, en tout cas ne mettent pas en avant de risques significatifs ou de nécessité de suivi médical, ça ne veut pas dire que les dépassements de valeurs très ponctuelles qu'on a eu au cours du mois, enfin des vacances de la Toussaint, d'une part, et d'autre part, l'impact de ce chantier sur les riverains, ça ne veut pas dire que c'est normal. Ce sont des dépassements anormaux qui n'auraient pas dû se produire et dont on mesure aussi l'impact qu'ils ont eu sur la population. L'objectif de cette présentation n'était pas de nier cette réalité-là. Voilà. Donc on laisse maintenant la parole à SpeedRehab pour vous présenter. Simplement, si vous pouvez utiliser les mots complets et pas seulement les acronymes, parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas des spécialistes de ces acronymes. Très bien. Bonsoir à tous. Je suis Pierre Leménager, je représente la société SpeedRehab. Je vais vous présenter les différents sujets évoqués par Monsieur le Préfet, donc à savoir tout ce qui a été produit jusqu'à présent et comment on prépare aussi les prochaines étapes.
ce que je tiens à dire quand même ce soir, c'est que depuis l'arrêt de chantier le 14 novembre, on reste évidemment mobilisé chez Spiderlab pour trouver des réponses aux questions déjà sur la période passée, pour comprendre ce qui s'est passé et pour préparer au mieux, dans les meilleures conditions possibles, les prochaines opérations. Tout cela, on le fait pas seul, on est accompagné par le bureau d'études BG Ingénieur Conseil. Donc, je vous présente Benoît Maréchal, à qui je vais laisser le micro, qui pourra rentrer plus dans les détails techniques et notamment sur les éléments qui seront présentés. Et également avec l'entreprise Ortex Oléo, donc qui est une entreprise spécialisée en travaux de dépollution sur le site. Donc on est tous ces acteurs que je vais mentionner mobilisés depuis le 14 novembre, depuis le 14 novembre pour comprendre ce qui s'est passé, apporter tous les éléments qui étaient attendus et demandés aussi par vous, mais aussi par la préfecture. Donc on a tous ces éléments qu'on va pouvoir vous présenter et on va pouvoir ainsi envisager, construire les meilleures conditions possibles pour les prochaines phases. Donc je ne vais pas m'étendre, je vais laisser Benoît Maréchal vous présenter ce qui a été produit depuis le 14 novembre. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, suite à l'arrêt de chantier, un grand nombre de données ont été recherchées et acquises, pour certaines correspondant à des demandes des services de l'État, pour d'autres que l'on jugeait nécessaire pour bien comprendre la situation et l'état des lieux. Ces éléments et ces nouvelles données ont été portés à la connaissance notamment du centre antipoison qui a pu les exploiter dans le cadre de son évaluation des risques sanitaires. Et de notre côté, nous avons aussi exploité ces éléments-là pour mener notre propre évaluation des risques sanitaires avec une approche qui diffère légèrement dans la mesure où on a sélectionné 3 périodes, la période active du chantier où les excavations étaient menées, la période d'arrêt et puis la période globale, en travaillant sur des notions de moyenne dites hautes, et par ce biais-là, on arrive aux conclusions qui sont similaires à celles du centre antipoison quant à l'évaluation des risques sanitaires. Outre ces données-là qui ont porté bien sûr sur la qualité de l'air en composés volatiles, sur les mesures de poussière, nous avons aussi réalisé un certain nombre d'analyses très étendues, c'est-à-dire qui couvrent des dizaines et des dizaines de substances sur le produit pur qui est à l'origine des principales pollutions historiques du site, à savoir les goudrons qui peut être sous forme solide, sous forme liquide, et nous avons aussi recherché à analyser les gaz qui émanaient directement de ces produits. C'est une analyse qui était complémentaire à celle réalisée à la demande des services de l'État par le laboratoire central de la préfecture de police. Les résultats de ces analyses sont concordants avec ceux du laboratoire et ils amènent à la conclusion qu'il n'est pas identifié de nouvelles substances par rapport à celles que l'on avait recherchées et suivies jusqu'à présent sur ce chantier, sur ce site, et que les polluants qui sont suivis depuis le début du chantier sont bien adaptés à ce que l'on retrouve dans le sous-sol. Outre ces mesures, on peut passer à la diapositive suivante. Vis-à-vis des poussières, ça a été mentionné un petit peu avant. Dans le cadre du pilotage du chantier, les poussières ont été suivies par le biais de ce qu'on appelle les poussières de diamètre 10 microns et 2,5 microns, qui sont des poussières que l'on peut inhaler. Ces analyses suivies, lorsque l'on fait la comparaison avec la station de mesure Atmos sur l'agglomération Place de Verdun, suivent les mêmes tendances. Mais effectivement, dans le cadre du pilotage du chantier, la composition chimique de ces poussières n'a pas été regardée, elle n'était pas adaptée au suivi opérationnel sur le moment. Pour autant, avec la phase d'arrêt de chantier, on a cherché à caractériser cette composition des poussières, à la fois sur les poussières qui sont en suspension dans l'air, et donc ça c'est ce qu'on appelle des prélèvements par cassette, où on vient pomper l'air, récupérer les poussières, et ça a été fait sur site et hors site, et donc ça donne une vision, une connaissance instantanée de la qualité de l'air en termes de composition chimique des poussières. Et ce qui ressort de ces éléments-là, c'est que lors de la phase d'arrêt de chantier, il n'a pas été observé de polluants liés à la pollution du site dans ces poussières. L'autre approche qui a été aussi retenue, c'est de caractériser les poussières qui ont pu se déposer sur des surfaces
et dont une partie des poussières ont pu avoir pour origine le chantier dans sa phase active. Et donc, c'est ce qu'on appelle des prélèvements par lingette. Ces prélèvements ont été recherchés dans la mesure du possible sur des surfaces qui n'ont pas été nettoyées. Alors, ça n'a pas toujours été possible étant donné qu'il y a des procédures normales de nettoyage dans les établissements. Mais lorsque l'on a effectué ces prélèvements, notamment sur les surfaces non nettoyées, eh bien, les résultats montrent l'absence de polluants sur les poussières déposées, et notamment les poussières qui pourraient être en lien avec le chantier dans sa phase active. Ceci étant dit, donc, sur toutes les analyses qui ont été faites, une opération ponctuelle a été réalisée le 21 décembre, qui avait d'ailleurs été présentée lors de la précédente réunion publique. Cette opération du 21 décembre, un samedi, avait pour objet d'éliminer en fait le tas de ferraille très métallique qui était à l'entrée du site, que tout le monde a vu. Donc cette opération avait été encadrée également par arrêté préfectoral pour permettre justement sa bonne réalisation. Donc à ce jour, on peut dire que l'opération a été réalisée conformément à l'arrêté préfectoral. Ça a permis d'évacuer les 74 tonnes de ferraille dans des filières évidemment agréées et autorisées pour les récupérer. J'ai laissé redonner la parole à Benoît pour la surveillance. Donc dans le cadre de cette opération, il y a une surveillance de la qualité de l'air qui a été mise en place, conformément aux discussions avec la préfecture et à l'arrêté préfectoral qui avait été prescrit pour cela. Donc qui a porté sur le benzène, qui est le traceur principal par rapport à la pollution et par rapport aux risques sanitaires, avec un seuil d'alerte basé sur une valeur de référence sanitaire à 20 microgrammes par mètre cube. Et lors de cette opération, avec un suivi continu, il a sorti que ce seuil n'a jamais été dépassé, étant donné que la teneur maximale mesurée pendant les opérations a été de 2,8 microgrammes par mètre cube, soit près de 10 fois moins. Il a été aussi analysé les poussières pendant cette opération pour évaluer si cette opération émettait des poussières d'un point de vue global d'une part, et en termes de composition chimique, par le biais d'analyse sur cassette, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Sur les poussières PM10 et PM2,5, de la même manière que précédemment pendant la phase d'arrêt, on est sur des tendances similaires à ce qu'on peut retrouver sur l'agglomération avec les stations à tour. Sur les cassettes, comme pour la phase d'arrêt de chantier, il n'a pas été retrouvé de polluants traceurs de la pollution du site. Et donc, tout ça a été consigné dans un rapport qui a été transmis aux autorités et, si je ne dis pas de bêtises, qui a été mis en ligne sur le site de la préfecture. Donc, ensuite, donc ça c'était sur la dernière opération réalisée. Alors pour ceux qui étaient présents à la dernière réunion, nous avions aussi évoqué quelques petites opérations ponctuelles qui nous restent à réaliser pour éliminer les derniers matériaux encore présents sur le site, notamment les fameuses citernes, les tanks qui sont encore présents sur le site, les gros containers verts que vous avez dû voir. Donc il a été proposé, il sera proposé la même méthodologie que ce qui a été proposé initialement, et donc avec des moyens comparables à ce qui a été mis en place pour les ferrailles. Donc dans le détail, ces interventions donc, sur ces citernes, donc il y a 4 citernes aujourd'hui présentes sur le site. Je rappelle donc 3 sont déjà vides, et donc la dernière, la 4e, est à moitié remplie. Donc l'objectif pour nous, c'est d'assurer la vidange de cette 4e citerne pour ensuite pouvoir transporter hors site les 4 citernes et ne pas avoir à les nettoyer, traiter sur site. Donc voilà, c'est l'opération qu'on propose de réaliser. Peut-être, monsieur le ménager, juste parce que c'est une question, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas forcément aussi clair que ça pour tout le monde. Vous nous aviez demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse citerne? Ce sont les hydrocarbures qui ont été analysés par le laboratoire central de la préfecture de police. Donc ce sont des produits hydrocarbures classiques. Il n'y a pas d'autres molécules que celles qui ont été mesurées jusqu'à présent.
Exactement, tout à fait, monsieur le préfet. C'est ce qu'expliquait aussi le maréchal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a réalisé des analyses complémentaires sur ce produit qui était contenu et qui n'ont pas montré en effet d'autres composés que ceux qui étaient attendus. Donc c'est des goudrons typiquement hydrocarburés. Voilà, ça c'est la principale action qui serait à réaliser lors d'une prochaine opération. À cela s'ajouteront aussi des petites opérations de nettoyage, d'immobilisation. C'est encore beaucoup de matériel que vous pouvez voir quand vous passez à proximité du site, donc il doit être nettoyé et immobilisé. Il y a également les travaux sur le bâti, parce que voilà, sur le chantier, il y a le bâtiment principal qui est au centre du site, qui est voué à rester. C'est un bâtiment qui a été désamianté, donc il n'y a plus d'amiante dans ce bâtiment, qui a commencé à être curé. Donc les éléments non structurels ont commencé à être démantelés. Néanmoins, le travail n'a pas été terminé, puisque ce chantier, qui est un chantier parallèle, qui n'a pas de lien avec la pollution du site, qui n'est pas encadré par l'arrêté préfectoral non plus, on n'est pas dans le cadre de la dépollution du site. Mais c'est des travaux que nous avions aussi mis à l'arrêt le 14 novembre, pourraient reprendre de manière normale, on va dire, pour terminer cette partie de démantèlement. Et donc pour ce faire, nous proposerons au service de l'État de réaliser toutes ces opérations lors de la prochaine période de vacances scolaires, donc fin février, le 24 février, pour éviter justement les interactions avec les établissements scolaires à proximité. À noter simplement peut-être qu'on a un tilleul, un des arbres qui sont sur le site aussi, qu'on souhaiterait abattre pendant cette période pour favoriser et préparer la suite de la dépollution qui viendra un peu plus tard, puisqu'il reste une zone de pollution, dernière zone de pollution qui nous reste à traiter, la zone 10 des tilleuls, qui se trouve à proximité d'un arbre qu'on prévoit d'abattre à cette occasion. Donc tous ces travaux seraient réalisés, comme je le disais, selon les mêmes procédures que ce qui avait déjà été proposé et encadré pour l'opération du 21 décembre, avec les mêmes moyens mis en place, à savoir, pour le coup, non pas un samedi, mais en semaine, du lundi au vendredi, avec les mêmes moyens de pollinisation, les moyens de captation de l'air et de traitement de l'air, y compris les matériels de sécurité pour gérer d'éventuelles égoutures, etc. Donc ça, vous avez quelques images, bon, ça pas grand-chose, mais c'est juste pour vous donner une idée des moyens mis en œuvre. Et en parallèle de ce travaux, de la même manière, une surveillance sera mise en place. Peut-être donner la parole à M. Maréchal. Oui, donc c'est une surveillance qui est équivalente à ce qui a été fait lors de la journée du 21 décembre, avec donc des balises qui font des mesures en continu à des points fixes du chantier, un appareil de mesure qu'on appelle chromatographe BTX, qui notamment permet de suivre en continu les concentrations en benzène et de pouvoir voir comment on se situe par rapport à la valeur d'alerte qui va rester évidemment à 20 microgrammes par mètre cube, mais également des prélèvements de poussière sur cassette, toujours pour évaluer si effectivement cette opération n'est pas émissible en termes de poussière, et surtout la composition de ces poussières vis-à-vis des polluants du chantier. Ces éléments, et notamment les mesures instantanées que permet le chromatographe, seront transmises chaque jour à la préfecture pour après mise en ligne et porter à la connaissance du public. Une autre action que nous prévoyons, que nous proposons, c'est de réaliser une campagne d'investigation sur les sols pour caractériser, mailler le terrain et avoir une idée complète et exhaustive de la qualité résiduelle des sols sur le site. Ce qui ne veut pas dire qu'on part de zéro. On a quand même un bon nombre de données acquises lors des études préalables qui avaient été nombreuses avant le démarrage du chantier. Mais compte tenu des mouvements de terre réalisés et des travaux qui restent à réaliser, en accord et en concertation avec les services de l'État, nous proposons en effet une campagne d'investigation sur les sols profonds
en complément de prélèvement sur les sols superficiels également, pour caractériser l'état des sols actuellement. Donc c'est une campagne qui a vocation notamment à anticiper aussi les prochaines phases de travaux. Prochaines phases de travaux comprenant la gestion de la zone dite des tilleuls dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait la dernière zone de pollution concentrée qui reste à traiter, mais également à préparer les futurs terrassements liés au projet immobilier, puisque la dépollution s'arrête, on va dire, à la gestion des sources de pollution concentrée. Néanmoins, dans le cadre de la mise en compatibilité totale et de la mise en conformité avec le permis de construire, un parking en sous-sol est prévu au projet et donc des terrassements seraient nécessaires. Et donc pour ce faire et pour préparer au mieux et dimensionner tous les moyens et les technologies de travaux à mettre en œuvre, cette connaissance de l'état résiduel des sols sera très utile. Et donc de la même façon, nous proposerons de réaliser cette campagne d'investigation sur les sols pendant les vacances de février. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que sur les petits travaux, les travaux ponctuels de gestion des citernes, etc., c'est une durée qui est estimée de 2 à 3 jours, donc c'est relativement court. Les sondages, eux, devraient durer à peu près les 2 semaines, en fait, les vacances scolaires dans cette hypothèse. Et qui serait, a priori, là je vais redonner la parole à ce préfet et à vos services, ce préfet, en tout cas, il y aurait un encadrement réglementaire par un arrêté préfectoral dédié sur cette partie. Voilà, donc très concrètement, ces travaux, ces opérations ponctuelles, les citernes, les portes et fenêtres que vous allez retirer du bâtiment qui reste, alors, je ne sais pas si c'est des portes et fenêtres, mais non structurelles, c'est des petits bouts de bois, c'est ça? C'est des éléments. D'accord. Donc ces opérations ponctuelles, conformément à ce à quoi on s'était engagé, on soumet à la concertation un calendrier qui est celui donc d'une durée de 2-3 jours pendant les vacances de février en semaine, à des heures d'ouverture, des heures de travail. L'encadrement de ces travaux, il a pour vocation de s'assurer qu'il n'y aura aucune émission de poussière et de surveiller toute émanation d'hydrocarbures gazeux qui pourraient venir affecter la population. On n'est pas particulièrement inquiet parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus d'émanations qu'il n'y en a eu le 21 décembre dernier. En tout état de cause, tout est mis en œuvre pour que si jamais on a un pic, on le détecte et on adapte le chantier, c'est-à-dire on recouvre, on arrête, on interrompt et on prend les mesures nécessaires. Il n'y a pas de risque particulier sur ces opérations, même la vidange, elle se fait en vase clos, donc il n'y a pas de présence à l'air des polluants au moment où ils sont sortis de la citerne. Mais voilà, donc ça c'est ce qu'on soumet à la concertation ce soir, et on est évidemment à votre écoute si ça suppose et ça suggère des questions pour essayer d'y répondre. Et puis le sujet, je reviens un instant dessus, des analyses complémentaires des sols. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là, je m'étais engagé personnellement, lors de la précédente concertation, à ce qu'aucune phase, alors je ne parle pas des petits travaux ponctuels, mais à ce que la fin du chantier ne soit pas engagée sans qu'on ait une vision très précise des sols qui vont être remués à l'occasion notamment des opérations de terrassement. C'est en réponse à votre demande, je trouve qu'elle est légitime, et donc il y aura ces opérations, alors il y a des prélèvements superficiels, des carottages si vous voulez, et puis comme on va chercher à savoir ce qu'il y a un peu plus profond, ces sondages supposent l'intervention d'engins mécaniques pour aller creuser le sol et voir concrètement quand on va remuer un peu plus en profondeur ce qu'il y a en dessous. Ça aussi c'est en réponse à une de vos... alors c'est logique, ça s'impose, mais ça répond aussi à une de vos questions en disant vous faites des prélèvements sur 30 cm, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Donc c'est ça dont on va s'assurer, et le chantier ne reprendra pas, donc on n'aura pas cette connaissance fine qui nous permettront d'adapter ensuite les arrêtés préfectoraux pour faire en sorte qu'on couvre bien les risques si jamais il y en a en fonction de ce qu'on pourra trouver dans ces sols. Donc ça c'est un élément sur lequel je voulais revenir parce que c'est un engagement pris devant vous et ça expliquera cette présence d'engins mécaniques pendant les vacances de février qui viendront faire ces prélèvements. Il ne s'agit pas de travaux, juste d'aller prélever en profondeur de la terre pour savoir sur quoi on marche. Et puis, autre point, donc, au lendemain de notre dernière réunion, j'avais sollicité
l'engagement d'une mission d'expertise pour lequel on vient d'avoir l'accord il y a quelques jours. Cette mission d'expertise, on la veut extérieure, c'est-à-dire que ce n'est pas la préfecture qui mène cette expertise ou qui mandate un bureau d'études. C'est le Bureau des recherches géologiques et minières, donc qui est aussi un opérateur national qui a une compétence très affirmée dans ces domaines, à qui on a demandé d'engager une mission qui aura pour but de porter un regard critique sur la manière dont le chantier a été conduit dans sa phase initiale, c'est-à-dire entre août et novembre. Ce regard critique pourra être amené à dire des choses sur lesquelles il faut qu'on entende aussi, relatives à la conduite de ce chantier, de son encadrement, et relatives au caractère anormal de la situation qui a résulté de l'excavation de la cuve qui a généré les nuisances et les symptômes chez les riverains. Donc on va leur demander ce regard critique. Ce n'est pas une autocritique, c'est une critique par l'extérieur. Et puis le BRGM, on va lui demander aussi de certifier que la dernière phase du chantier, celle qui concentre un peu les inquiétudes, et on comprend pourquoi, parce qu'il va y avoir du terrassement notamment, certifier que cette phase du chantier, elle répond aux meilleures pratiques et aux meilleurs standards applicables en l'espèce. Concrètement, pour prendre un exemple, c'est au BRGM qu'on soumettra la question, est-ce qu'il faut un dôme ou est-ce qu'il ne faut pas de dôme? Est-ce qu'il faut un dôme sur une partie? Est-ce qu'il faut un dôme sur une plus grande surface? Ce n'est pas nous qui apporterons cette réponse, même si l'entreprise a déjà donné sa conviction en la matière. On va demander à ce regard extérieur de dire oui ou non, les standards et les meilleurs standards applicables. Vous aviez pris l'exemple d'une piscine olympique en région parisienne. Nécessite-t-il ou rend-il utile un dôme? Mais ça peut être d'autres questions aussi sur les standards en matière de préservation des poussières, enfin pour pas qu'il y ait de poussière, pour pas qu'il y ait d'émanations gazeuses. Est-ce que nos appareils de suivi sont au top niveau? Est-ce qu'on a tout, en gros, pour finir ce chantier au meilleur niveau applicable en la matière? Le BRGM pourra décider aussi qu'il faut conduire un certain nombre d'analyses, de prélèvements ou de données complémentaires pour nourrir ces conclusions. Je ne peux pas vous donner exactement le calendrier de travail du BRGM parce que c'est un dossier lourd dans lequel ils vont rentrer et ils vont conduire leur travail sérieusement avant de rendre leur rapport. Évidemment, leur rapport vous sera présenté et je pense que ça méritera une réunion publique aussi, c'est-à-dire avant qu'on engage la phase suivante du chantier, qu'on puisse se revoir avec vous, partager ces données. Et donc le BRGM rendra ses conclusions, elles seront évidemment rendues publiques dès leur remise. Au même titre que tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, les analyses faites sur les goudrons, les analyses de l'eau, les analyses sanitaires qui ont été faites, le rapport de Speedrap sur la journée du 21 décembre, tout ça est ou est en train d'être mis en ligne sur le site de la préfecture, donc sera évidemment en libre accès et vous pourrez vous emparer de ces données pour les travailler si vous le souhaitez. Voilà, en quelques mots, ce qu'on voulait vous dire sur là où on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives qui sont devant nous. Je pense qu'on a assez parlé, merci de votre patience et puis on va vous laisser prendre la parole si vous le souhaitez. Alors il y a un micro-opérateur qui doit être prêt, je pense, dans la salle pour celles et ceux qui souhaitent intervenir. Bonjour. Donc moi je suis maman d'une petite fille qui est à l'école Massieu et aussi riveraine. Et donc j'avais juste envie de lui témoigner et une question à monsieur le maire ensuite. Donc déjà je remets pas du tout en question les compétences médicales des toxicologues, mais je tiens quand même à souligner que lors de la dernière réunion, vous avez indiqué que la plus jeune, l'enfant le plus jeune qui a été déclaré avait 6 mois. Et moi, j'ai une petite fille que j'ai déclarée, elle avait 4 mois. Donc je tiens juste à préciser que c'est compliqué aussi pour nous de croire en crédibilité, et je ne parle pas de votre légitimité professionnelle et de vos compétences, mais en tout cas, sur le papier, déjà, moi, je me sens extrêmement vexée par rapport à mon bébé, parce qu'elle existe, et vous avez noté que le plus jeune avait 6 mois, mais c'est pas vrai, je l'ai déclarée, elle avait 4 mois. Et concernant les acteurs de ce qui s'est passé,
même si c'est passé et qu'aujourd'hui, a priori, tout va bien, faut quand même ça. Je voudrais témoigner de ce qui s'est passé pour mon bébé, qui à l'époque avait 4 mois, qui a pleuré pendant 7 jours, nuit et jour. Moi, j'ai eu des vertiges, des nausées, des vomissements. Et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte que cela aurait pu amener un drame d'une mère de famille avec un enfant qui hurle, qui avait consulté 2 fois chez le médecin pour savoir s'il n'y avait pas un problème. Voilà, je pense que ça aurait pu, alors moi je vais bien, mais si ça aurait pu, chez des gens très fragiles, finir en drame, parce que vous savez qu'un enfant de 4 mois qui hurle jour et nuit, très certainement parce qu'elle avait des céphalées, enfin voilà, vous imaginez, je pense, hein, si vous êtes parent ou pas, on peut tous imaginer. Donc déjà, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des excuses? Parce que moi, je ne permettrai personne de recommencer à faire autant de mal à mes enfants. Là, je vous parle de mon bébé, mais j'ai une grande de 7 ans. Voilà. Donc je pense que par rapport à SpeedReact, ça aurait été sympa et responsable de s'excuser. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Et ensuite, monsieur le maire, je voudrais savoir, pour les parents qui souhaiteraient une dérogation pour protéger leurs enfants, de les éloigner du chantier, parce que même si vous dites qu'il n'y a aucun risque cancérigène, je ne souhaite pas que ma fille, si ce chantier doit reprendre par les mêmes acteurs, je n'ai pas confiance. Donc on se pose la question, voilà, si on veut les éloigner physiquement, on nous a répondu que pour une dérogation, c'était hors de question. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et je tiens quand même à souligner que cette demande est à contre-cœur, parce qu'on soutient l'équipe pédagogique de l'école Massieu, qui vraiment est au top. Mais voilà, pour une question de géolocalisation, voilà, vous estimez qu'il n'y a pas de danger, vous refusez de dérogation. Donc moi, je vais devoir enlever ma fille de l'école comme je l'ai fait au mois de novembre, sauf que moi, ça m'empêche de travailler. Voilà, vous voyez, vous dites que vous pouvez accompagner, enfin, le directeur de l'ARS a parlé de l'accompagnement psychologique, mais avant ça, il y a peut-être des accompagnements techniques qui peuvent être faits. Donc voilà, merci. Merci, madame. Je comprends pleinement et je partage votre émotion. Je suis également père, voire grand-père, et je comprends complètement l'émotion et ce que vous avez subi. Et sur ce qui s'est passé, nous avons eu une réunion il y a quelque temps ici même. Monsieur le préfet l'a exprimé. Moi, je le dis tout autant. Il y a eu un événement au mois d'octobre-novembre sur lequel la réaction n'a pas été convenable. Donc, ça a été dit, je le redis très clairement aujourd'hui, ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut bien prendre conscience que l'État, au plus haut niveau, comme vous pouvez le voir ce soir, est mobilisé avec les moyens médicaux, scientifiques, de tout ce qui peut être disponible au meilleur niveau. Donc, si vous voulez, nous, notre objectif, il y a 2 écoles, une école publique et puis à côté le groupe scolaire Fénelon-Notre-Dame. Dans les 2 cas, nous devons la santé publique à tout le monde, ainsi qu'aux riverains, bien évidemment. Alors, à titre de précaution particulière, vous avez pu noter que les chantiers qui vont avoir lieu là seront hors période scolaire. Mais, oui, les chantiers qui vont avoir lieu maintenant, le choix qui a été fait, c'est de le faire hors période scolaire. Mais ça me satisfait qu'à moitié, parce qu'il y a aussi des riverains qui habitent à proximité. Donc il est très important que nous arrivions à des résultats parfaits. C'est ce qui s'est passé au mois de décembre, quand un certain nombre de matériaux ont été enlevés. Toutes les mesures montrent qu'il ne s'est rien passé à ce moment-là. Et il est indispensable que demain, il n'y ait pas la moindre pollution atmosphérique ou de quelque nature que ce soit pour les habitants du quartier, pour les enfants des écoles, pour vous-même. Donc il est évident que nous, ce que nous attendons, et j'ai le sentiment que c'est largement pris en compte, que l'ensemble des mesures prises par l'entreprise, par les services de l'État, dans toutes leurs dimensions, permettent à ce que tout le monde puisse vivre dans le quartier tranquillement, sereinement, adultes, enfants, enseignants, enfin tous ceux qui font la vie de ce quartier. On est tous très sensibilisés à ce qui s'est passé, soyez convaincus. Il y a dans notre équipe municipale des parents dont des enfants vont dans les écoles qui sont là. Vous connaissez peut-être Marielle qui gère les écoles pour la ville, et c'est elle qui prend les décisions sur la carte scolaire. Mais avant tout, on ne peut pas se satisfaire d'une situation, on va dire aux enfants, venez plus ici parce que le site est pollué. Non, c'est pas ça la démarche. La démarche, c'est arriver à un niveau de dépollution le plus parfait possible pour pouvoir assurer la santé publique, tant aux riverains
qu'aux enseignants, qu'aux enfants et aux très jeunes enfants, comme c'est votre situation. Soyez persuadés que les moyens mis en œuvre pour cette fin de chantier sont d'un niveau tel que nous, en tout cas, nous réagirons fermement et violemment s'il s'avérait que les engagements pris ne soient pas tenus. Et nous disposons des moyens de mesure et qui sont multipliés dans cette période-là pour s'assurer de cette qualité de l'air, qualité de l'eau. Je dirais c'est un peu différent, il n'y a pas de réseau qui passe là-dedans, mais c'est surtout qualité de l'air, pour qu'on soit certain de cette qualité, que vous puissiez vivre sereinement à proximité, et puis également avoir les enfants à proximité immédiate. Moi, je partage complètement votre émotion, et je la comprends complètement. Parce qu'il y a eu la découverte, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, il y avait des prescriptions, il y a eu des odeurs qui ont commencé à venir, et on n'a pas pris la mesure du problème au moment où ça s'est passé. Tant l'entreprise que le service de contrôle et tout ça, oui, il faut le dire, ça a été dit dans la réunion précédente. D'où une réaction importante des services de l'État, comme vous pouvez le voir ce soir, pour mettre en œuvre tous les moyens disponibles aujourd'hui pour s'assurer. Je suis allé très souvent sur le site, comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas senti la moindre trace, même quand il y a eu les travaux. Donc je suis persuadé, et nous de notre côté, ville, avec le service santé sous l'autorité de Delphine, eh bien, pour qu'on soit certain de la qualité des travaux qui sont menés et qu'il n'y ait pas la moindre émanation. Oui, bien sûr, il y a plein de demandes d'intervention, je vous en prie. On va vous apporter le micro. Pour renchérir sur ce qu'a dit cette mère de famille, moi je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu de prise en compte de la classification des reprotoxiques, toxiques pour la reproduction. On ne parle ici que de cancérogènes, évidemment qu'il faut parler de cancérogènes, mais vous avez dans tous ces toxiques qui sont présents, des toxiques pour la reproduction de catégorie 1, c'est-à-dire avérés. Avez-vous pris la mesure de ce que ça pouvait être dans le quartier, avec toutes les femmes potentiellement enceintes qui l'étaient, et avez-vous fait un dénombrement, en fait, des cas de prématurité, des cas d'enfants, etc., dans le quartier? Bon, moi, j'en connais une femme qui n'avait pas du tout prévu d'accoucher en dehors de chez elle, et qui a 8 mois, alors qu'elle n'était pas destinée à faire un accouchement prématuré, a accouché à la maison en 2 temps 3 mouvements. Par exemple, pourquoi n'avez-vous pas prévu tout cela? Il n'y a pas que la cancérogénicité qui est un risque hypothétique parce qu'il est repoussé dans le futur et qu'on peut toujours calculer plus ou moins ce qui va se passer, sans le savoir vraiment peut-être. Bon, mais il y a aussi ces cas-là, enfin, quel mépris pour les femmes, pour les enfants, en fait, de toute partie. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je veux compatir à cette dame et puis à toutes les mères de famille que je connais du quartier et d'ailleurs, parce que cette pollution, elle se dissémine. Alors, sur la question, y a-t-il d'autres types de pollution? Je vais peut-être passer la parole à l'Agence régionale de santé sur cette question, sur savoir qu'est-ce qu'il y a comme nature. Je ne suis pas moi-même médecin, et donc vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à une question aussi technique que celle que vous posez. Mais ayez bien à l'esprit que les questions de santé publique sont des questions essentielles, qu'elles touchent tout type de population. Ça peut être une femme enceinte, bien évidemment, ça peut être un enfant très jeune, ça peut être une personne qui est atteinte d'une maladie d'asthme, par exemple. Donc, dans tous les cas de figure, il nous faut atteindre le meilleur niveau en termes de santé publique. Monsieur le préfet, peut-être? Oui, je ne sais pas si je répondrai parfaitement à madame, mais le chantier, en l'espèce, génère des émanations d'hydrocarbures. C'est donc ces produits-là qui sont mesurés en lien avec le chantier. Mais peut-être votre question va-t-elle au-delà de ce chantier? Pose-t-elle une question de santé publique plus large que celle du chantier de réhabilitation qui, lui, génère des émanations liées aux hydrocarbures? D'une manière plus large, l'action qui est menée à La Rochelle de longue date est une action d'une grande sensibilité sur les questions de santé publique. Et si je prends la question de la qualité de l'air, c'est une question très sensible à La Rochelle depuis très longtemps. Là, nous sommes au centre-ville, mais je peux vous assurer que quand nous avons des réunions à la Palisse, où pendant des années, il y a eu des odeurs
importante qui était liée aux citernes, eh bien, c'est à ce moment-là que la ville a décidé, je n'étais pas maire à l'époque, de s'associer à une association qui s'appelle Atmo pour la qualité de l'air. La qualité de l'air à La Rochelle, en général, s'améliore nettement. Pourquoi? C'est surtout la disparition programmée des bus diesel qui émettent le plus de polluants dans la ville. Et le fait qu'on ait limité le flux routier dans la ville contribue à la qualité de l'air au sein du cœur de notre ville. Mais ce n'est pas le seul sujet. Dans les sujets d'émissions en termes de qualité de l'air, les plus anciens se rappellent ce qui se passait du côté des Minimes. C'est la palisse qui nous a beaucoup préoccupés. La situation s'est très nettement améliorée. Et sur le cœur de ville, le remplacement des bus diesel par les bus électriques contribue à une très forte amélioration de la qualité de l'air sur notre cité.